neurone. Celui-ci est constitué de dendrites qui reçoivent un signal d'un corps qui l'intègre et d'un axone qui le transmet à d'autres neurones ou organes. Entre les neurones se trouve le synapse, qui sert de jonction pour l'échange de neurotransmetteurs. La myéline est une couche de phospholipides qui enrobe les axones de certains neurones, permettant une transmission nerveuse plus rapide et efficace. Celle-ci est formée de cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique et d'oligodendrocytes pour le système nerveux central. Des atteintes à la myéline peuvent être très incapacitantes, causant des maladies telles que la sclérose en plaques au niveau du système nerveux central et Guillain-Barré pour le système nerveux périphérique. On nomme ce processus démyélinisation. Une maladie auto-immune est caractérisée par un dysfonctionnement du système immunitaire de l'organisme entraînant l'attaque par ce dernier de ses propres tissus. On ne sait pas ce qui la déclenche et ses symptômes varient en fonction du trouble et de la localisation de l'atteinte. Parmi les protections du système nerveux central se retrouve la barrière hémato-encéphalique. Celle-ci limite et contrôle les échanges entre le cerveau et le sang. Une dysfonction de cette barrière est à l'origine de pathologies. L'élaboration de certains médicaments demande de la prendre en considération. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la sclérose en plaques et quel lien peut-on en faire avec l'ergothérapie? La sclérose en plaques est la maladie non traumatique la plus commune chez les jeunes adultes. Sa prévalence est en constante augmentation à l'échelle mondiale, de même que ses impacts socio-économiques. Ses causes demeurent nébuleuses et les traitements élaborés à ce jour ne permettent pas d'en guérir. L'importance de ce sujet est donc pleinement justifiée. Au niveau mondial, on estime à plus de 2,2 millions de cas de personnes atteintes de la sclérose en plaques, ce qui correspond à une augmentation de plus de 10% depuis 1990. La maladie est plus fréquente en Amérique du Nord qu'ailleurs dans le monde. Selon Statistique Canada, la prévalence parmi les Canadiens pourrait être l'une des plus élevées au monde. En 2011, on estime que 92 500 personnes ont reçu le diagnostic, ce qui correspond à 290 cas pour 100 000 personnes. Au Canada et dans d'autres pays, le diagnostic se fait généralement entre 20 et 49 ans et l'âge moyen des premiers symptômes est de 32 ans. En 2013, la sclérose en plaques cause la mort de 1,5 personnes sur 100 000 au Canada. Au niveau mondial, on note un déséquilibre dans le rapport homme-femme. Celui-ci est de plus en plus marqué avec le temps. Au début des années 1900, le ratio était environ égal, mais est aujourd'hui de 1 pour 3 dans les pays les plus développés. Certains facteurs de risque environnementaux et génétiques peuvent mener au développement de la sclérose en plaques. Certaines études ont réussi à démontrer que la cigarette, le virus Epstein-Barr, un déficit en vitamine D et des infections répétées de mononucléose augmentent les chances d'avoir la sclérose en plaques. Par contre, les mécanismes physiologiques précis qui expliquent cette relation sont méconnus. D'autres études ont solidement renforcé l'hypothèse génétique en étudiant les jumeaux monozygotes partageant 100% de leurs gènes et dizygotes qui en partagent la moitié. Malgré le fait qu'autant les jumeaux dizygotes que monozygotes partagent le même environnement intra-utérin et post-naissance, le fait d'avoir un jumeau monozygote atteint de sclérose en plaques augmente les risques de l'avoir soi-même jusqu'à 34%, alors que pour les jumeaux dizygotes, ce risque se situe entre 3 et 5% seulement. En regard de ces données, on ne peut nier que la génétique joue un rôle sur les risques de développement de cette maladie. Sommairement, la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire auto-immune qui s'attaque au système nerveux central. Une cascade inflammatoire est déclenchée et provoque la démyélinisation. Cela produit également la mort d'oligodendrocytes, des dommages axonaux, la prolifération des cellules gliales et une neurodégénération. L'hypothèse centrale est que ce sont les lymphocytes T avec des récepteurs pour la myéline du système nerveux central qui conduisent à la maladie. Plus précisément, il est suggéré que ce sont les cellules dendritiques, un type de cellule du système immunitaire local qui présenterait un antigène ou une protéine aux lymphocytes T. Ces derniers répondraient au signal en s'attaquant à la myéline du système nerveux central. En plus de cette réaction auto-immune, il y aurait un bris dans la barrière hémato-encéphalique permettant le passage anormal des lymphocytes T, ce qui amplifierait la réaction et produirait des lésions. Diverses fonctions sont atteintes selon l'emplacement des lésions. Il est à considérer que le mécanisme de la maladie est encore à l'étude et que plusieurs débats perdurent entre les auteurs.
Habituellement, les symptômes retrouvés chez les personnes atteintes sont des troubles visuels et oculomoteurs, des paresthésies, des déficits moteurs, de la spasticité, des troubles urinaires et de légères atteintes intellectuelles. La sclérose en plaques est divisée en 3 types, caractérisés chacun par la fréquence des poussées et les signes cliniques présents. Tout d'abord, la forme progressive primaire qui est présente dans 5 à 15 des cas et dans laquelle on retrouve une dégradation graduelle d'un système en particulier. On retrouve le plus souvent de la spasticité et de la paraparésie dans ce type, mais il peut aussi y avoir de l'ataxie sensorielle, de l'ataxie cérébelleuse ainsi que des déficits visuels ou cognitifs. Ensuite, la forme cyclique, dont les symptômes se développent en quelques heures ou quelques jours et qui peuvent durer plusieurs semaines avant de se résorber et revenir par la suite. Les premières crises ne laissent que peu ou pas de séquelles, mais leur accumulation crée des séquelles graves et permanentes. Finalement, la forme progressive secondaire. Elle peut apparaître environ 10 à 15 ans après le début d'une forme cyclique. Les hauts et les bas se stabilisent pour donner place à une aggravation progressive des symptômes, se rapprochant de la forme progressive primaire. Les personnes atteintes de sclérose en plaques âgées de 15 ans et plus ont 15 fois plus de chances de souffrir d'incontinence urinaire ou fécale que la population générale. Elles sont aussi 3 fois plus susceptibles d'avoir un trouble de l'humeur. Le diagnostic de la maladie demande la triangulation d'informations par le clinicien, considérant qu'aucun test ne le soutient clairement. Premièrement, il doit se fier sur les symptômes cliniques longitudinaux et la présence de poussées et de rémissions. Ensuite, il peut se fier aux IRM du client pour éliminer certains diagnostics et confirmer la présence de la sclérose en plaques. En effet, il peut y avoir une dizaine de lésions visibles à des régions différentes avant que l'une d'elles ne produise des symptômes cliniques. Troisièmement, si ces informations ne sont pas concluantes, il est possible d'aller mesurer les constituants du liquide céphalorachidien pour aider au diagnostic. Les prédicteurs d'une évolution clinique plus sévère de la sclérose en plaques peuvent inclure des récidives fréquentes au cours des 2 premières années, une évolution progressive dès le départ, ainsi que des déficiences motrices ou cérébelleuses permanentes. Les facteurs associés à un pronostic plus favorable incluent principalement la présence de symptômes sensoriels, dont la névrite optique. Les pronostics de sclérose en plaques sont meilleurs pour les personnes atteintes de la forme cyclique que pour les personnes atteintes de forme progressive, probablement en raison d'une meilleure réponse au traitement permettant de modifier la maladie. Il n'y a pas de remède contre cette maladie. On ne peut en guérir, mais on peut maîtriser les symptômes et limiter les poussées. Un traitement précoce est plus avantageux. Le défi auquel sont confrontés les spécialistes dans le domaine de la sclérose en plaques est d'identifier le médicament et la stratégie la plus efficace pour chaque patient à chaque phase de la maladie. Au cours des dernières décennies, 2 stratégies de traitement ont été reconnues. Premièrement, l'escalade, où le traitement commence par des thérapies médicamenteuses à faible risque et à faible efficacité et passe à des traitements plus agressifs si l'approche de base échoue. L'induction, qui est basée sur l'utilisation de médications à haute efficacité avec un effet biologique soutenu et à long terme. Au niveau de la médication, des corticostéroïdes sont utilisés pour traiter les poussées de sclérose en plaques. Ils réduisent l'inflammation. Il existe aussi de la médication pour ralentir la progression de la maladie. On retrouve des médicaments injectables comme le bêta-féron, qui est un immunomodulateur. Il retarde les poussées et diminue leur sévérité. On retrouve également l'acétate de glatiramer, qui aide à bloquer les attaques du système immunitaire sur la myéline. Au niveau de la médication orale, on en retrouve plusieurs qui ont tous comme objectif de diminuer la fréquence des poussées. Par contre, ils ont de nombreux effets secondaires. On retrouve également des traitements par infusion. Pour aider les différents symptômes, l'individu atteint peut suivre des traitements en ergothérapie et physiothérapie. Il peut aussi se tourner vers des relaxants musculaires pour atténuer les raideurs et l'espace. Des médicaments contre la fatigue pour augmenter la vitesse de marche, contre la dépression ou les troubles sexuels peuvent également être nécessaires. Le rendement occupationnel des gens atteints de cette maladie est affecté de façon imprévisible et fluctuante. Environ 60% des personnes atteintes peuvent continuer leurs activités quotidiennes de façon indépendante pendant 10 ans suivant leur première poussée. Par contre, 50% d'entre eux vont avoir besoin d'assistance à la marche 15 ans après l'apparition de la maladie. Les restrictions physiques qu'amène la sclérose en plaques, notamment la faiblesse, la spasticité, les tremblements et les problèmes de coordination, ainsi que des déficiences cognitives,
peuvent limiter la réalisation d'activités comme la conduite automobile, la gestion des finances et les soins personnels. Ils peuvent également restreindre la participation des individus dans leur travail et leurs rôles familiaux. Ces limitations et restrictions augmentent avec le temps et peuvent amener la personne atteinte et sa famille à subir du stress et à s'isoler. En résumé, la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire auto-immune du système nerveux central se présentant sous différentes formes dont la prévalence est en constante augmentation au Canada. Son évolution est variable d'un individu à l'autre et la rend difficile à traiter, en plus du fait qu'elle reste encore largement mécomprise. Les individus qui en sont atteints subissent de graves impacts sur leur fonctionnement et perdent petit à petit leur autonomie. Cela entraîne de graves conséquences socio-économiques. C'est pourquoi il est important de chercher à démystifier les causes de cette maladie. Plusieurs recherches sont également en cours dans le but de trouver de nouveaux traitements. Entre autres, une recherche menée par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal s'intéresse au cannabis dans l'apaisement de la spasticité de cette maladie. Par contre, l'objectif des chercheurs est davantage de comprendre la forme progressive de la maladie sur les plans biologiques, cliniques et radiologiques pour pouvoir agir sur ces phénomènes et éviter que les patients voient leur maladie passer à cette forme. On peut donc apercevoir un avenir prometteur pour le traitement de la sclérose en plaques.